Bonjour tout le monde. Donc je vais faire une petite présentation sur ce qu'est le shiatsu. Ce sera forcément très partiel et c'est un point de vue particulier que je vais prendre aujourd'hui. Mais vu la masse d'informations qu'il y a derrière, je vais forcément faire une petite sélection. Voilà. Donc la première chose à dire, c'est que toute euh, guérison, ou plutôt toute maladie, c'est un éloignement de l'être, on peut dire. On peut, on peut dire un éloignement de la conscience de l'être. Et pour faire très court, toute guérison, c'est une manière de ramener son lien conscient à l'être, à son centre intérieur, au centre qui, lui, n'est absolument pas touché par aucune des peines émotionnelles ou physiques. Donc, je ne développe pas plus, mais c'est savoir qu'en arrière-fond de toute guérison, de toute manière, c'est par l'être que ça s'effectue. Donc l'être se symbolise par un point et la périphérie euh, devient la manière dont l'être s'exprime. On peut dire que la périphérie, c'est la manifestation en changement perpétuel. Le centre est le centre immobile, l'être immobile. Et le cercle, c'est les changements perpétuels qui sont visibles. On peut dire qu'à partir de ce centre qui s'exprime par la périphérie, s'exprime par deux moyens principaux, enfin par deux couches principales plutôt. Une qui est la psyché et l'autre qui est le corps physique. Donc la psyché, c'est les pensées, les émotions, volonté, désir. Et le corps physique, c'est tout le corps organique. Voilà. Donc être malade, c'est donc s'éloigner de ce rapport à l'être, et guérir, c'est réaligner à nouveau euh, et la psyché et le corps à leur source. Donc le mode de manifestation de l'esprit, de l'être, c'est d'abord l'énergie vitale. Mais alors l'énergie, c'est quoi? Alors, on peut dire que dans le règne minéral, il y a de l'énergie, mais elle n'est pas visible. Il faut des sens particuliers pour pouvoir la percevoir. Un sens un peu plus subtil que les sens physiques purs. Par contre, l'énergie, on la voit très bien dans le monde végétal, puisque là, l'énergie vitale apporte la vie, et on observe la croissance et la décroissance du monde végétal, et là, on voit les phénomènes de la vie se dérouler sous nos yeux. Là, on voit aussi que la source principale d'énergie, c'est le soleil, qui apporte la lumière et la chaleur. Et donc, on est déjà pris entre deux forces, les forces de la physique, de la substance qui sont prises par la gravité, donc une force vers le bas, et les forces de croissance, donc qui sont prises vers le haut, qui sont aspirées, pour ainsi dire, par le soleil, et ça, c'est les forces de vie. Donc on est dans cette polarité-là verticale entre gravité et ce que j'ai appelé lévité pour symboliser des forces de croissance qui vont vers le soleil, la lumière et la chaleur du soleil. Donc l'énergie vitale, on voit qu'elle apporte la vie, évidemment. Elle maintient la vie, mais elle maintient aussi la forme. Et elle a une quatrième fonction qui est moins visible, mais c'est le support des images de la mémoire. Bon, ça, là, à nouveau, il faut des sens plus subtils pour s'en apercevoir, mais c'est une fonction importante en thérapie. Donc, pour étudier les mouvements de l'énergie, eh ben, on va étudier les mouvements du Soleil. Et c'est ce qu'ont fait les anciens. Et on va étudier ça par rapport à nous. Donc, on va observer le Soleil à partir de la Terre. Donc, son lever, son coucher, son zénith. Voilà. Et donc, on va avoir un rapport phénoménologique, c'est-à-dire qu'on observe les phénomènes comme ils sont, de la position où on est, et on va les observer, on va essayer de capter les qualités de changement de ces phénomènes.
Donc, évidemment, au cours de l'année, il y a toutes les variations de lumière et de température avec l'été, l'hiver, le solstice d'été, le point maximum, le solstice d'hiver, le point maximum enfin, le jour le plus court, et entre les équinoxes qui sont une balance exacte durée de jour, durée de nuit. Donc, le cycle du soleil, la première chose, si on se met dans la peau de quelqu'un qui débarque sur Terre et qui observe comme ça le soleil, ben, s'aperçoit que il y a quelque chose qui se répète et que ben, cette répétition, ça dure 365 jours. Hein, donc l'action du soleil sur la Terre, c'est quelque chose de cyclique, donc qui se représente par un cercle. Ça, c'est d'où les images de Roboros qui nous viennent d'Égypte, le serpent qui se mord la queue, qui représente euh, ce cycle sans fin, donc qui devient le symbole pour l'éternité. Donc dans les cycles annuels, on a la croissance et la décroissance des plantes, donc le maximum de croissance solstice d'été, 21 juin, un maximum de décroissance solstice d'hiver, 21 décembre. Et on retrouve le fameux symbole yin-yang avec le yin noir, c'est le maximum d'obscurité en hiver, le yang blanc, lumière, le maximum de lumière en été. Donc croissance, décroissance, solstice, lumière, obscurité. Sans aucun jugement moral hein, là-dessus, c'est un phénomène naturel pur. Et on a les points donc de balance entre jour et nuit, donc les équinoxes, printemps et automne, 21 mars, 21 septembre. Donc on obtient comme ça la course du soleil sur un an, un cercle, les points et les 4 points cardinaux. Donc on obtient une croix dans le cercle. Donc comme ça on définit 4 saisons. Là c'est vu par rapport à l'astronomie moderne, donc la Terre qui tourne autour du soleil. Et donc c'est l'aspect plus quantitatif dans l'astronomie. La phénoménologie s'intéresse plus à l'aspect plus qualitatif. Les Égyptiens savaient que la Terre tournait autour du Soleil, mais l'aspect mesurable des choses ne les intéressait moins que l'aspect qualitatif et l'aspect symbolique. Alors, pour caractériser donc le mouvement du Soleil, donc on a dit on trace un cercle. Donc c'est comme si le temps devient espace hein, en traçant ce cercle. Et on, on va, au cours d'une journée, on va placer une verticale au milieu de ce cercle. Et au cours d'une journée, on va repérer les variations d'ombre de cette verticale. Et quand il y aura le point le plus haut du Soleil, donc au zénith, ça va nous tracer une direction qui sera la direction du sud et du nord. Donc, en faisant ça, on se repère par rapport au mouvement du Soleil, mais là on n'est plus sur une année, on est sur une journée, avec donc le zénith, le point le plus haut, l'ombre la plus courte, qui va nous donner l'axe nord-sud. Et on va faire une perpendiculaire, ça va nous donner l'est-ouest, qui seront l'axe du lever du soleil et du coucher du soleil, qui seront aux équinoxes exactement à 6 heures le lever et à 18 heures pour le coucher. Donc on a à nouveau mis le temps en espace, mais cette fois par rapport à une journée, mais toujours par rapport au mouvement du soleil, par rapport à la Terre. Donc ce qu'on a fait réellement en faisant ça, c'est qu'on lie le ciel à la terre. Ça, c'est très important. C'est ce lien-là qui est ainsi tracé. Et donc la source d'énergie solaire et la Terre comme réceptrice de cette énergie. Et donc dans ce schéma-là, très simple, on a ce rapport cosmique entre l'énergie cosmique et la Terre qui reçoit cette énergie et les variations de cette réception d'énergie.
Donc ça, c'est très très ancien, hein. On a l'Égypte, on a les Celtes, ils fonctionnaient là-dessus. C'était tous les rites religieux étaient fondés là-dessus, sur le soleil comme source d'énergie. Hein. Donc le temps qui devient espace, hein, le ciel manifesté sur Terre, euh, non, et le temps cyclique, et le centre qui est l'origine euh, de tout, qui est le point central, le point fixe, comme dans l'image du Tao, hein, on a la roue qui est le centre du cercle, et la périphérie qui est tous les mouvements de métamorphose, de la variation de l'énergie, de la manifestation de l'énergie. Le point central n'est pas manifesté, il est du domaine de l'invisible, donc du domaine de l'esprit, mais il est le point source qui donne naissance au cercle. En observant les variations de l'énergie solaire sur la Terre, on a les 4 points cardinaux. Donc, en reliant ces points cardinaux, on a un carré qui représente la manifestation sur Terre de cette énergie terrestre, cette énergie solaire, pardon, donc le carré de la Terre. Donc, on obtient le carré qui devient symbole de la manifestation palpable, mesurable, terrestre, dans le cercle, qui est lui le cercle des transformations célestes. La tortue, en Chine, la tortue, donc symbole de l'univers, parce qu'elle a un socle carré et le dôme circulaire, sa carapace. Donc elle est le symbole même du cosmos. D'où les divinations sur les carapaces de tortues, etc. Donc on voit que ces cycles ont aussi une structure fractale. On a vu qu'on est parti du cycle sur un an, puis on est passé au cycle sur un jour. Donc on a des correspondances entre une journée et une année. On a tout ça. Donc le nord, solstice d'hiver, 21 décembre, l'est, équinoxe de printemps, 21 mars, sud, solstice d'été, zénith, ouest, équinoxe d'automne, 21 septembre, coucher du soleil. Donc voilà, correspondance, année, jour. Ce cycle annuel du soleil, on peut encore le découper encore plus, d'une manière différente. Alors les anciens, ce qu'ils ont fait, ils ont donc compté, ça fait 365 jours, le cycle annuel. Ils ont enlevé 5 jours, ils ont découpé le cercle en 360 degrés, et les 5 jours restants sont devenus des espèces de jours hors temps, donc à caractère éternel et divin, donc des jours particuliers de rituels particuliers dédiés à l'éternité, à l'éternel, donc au Dieu, etc. L'image qui se fond de l'éternité via les divinités. Et ce cercle de 360 degrés, maintenant ils ont fait intervenir la Lune. Il y a donc 12 lunaisons par an à peu près. Donc ils divisent 360 par 12, ça fait un cercle de 30 degrés qui projette sur le ciel. Donc on a le cercle zodiacal où on a le nombre de méridiens, 12 méridiens, qu'on retrouvera tout à l'heure, je vous expliquerai plus en détail. Donc ces structures de la Terre, de la Lune et du Soleil et de leur rythme particulier mutuel, c'est une structure fractale. On a vu le jour, on a vu l'année. Après, il y a des cycles beaucoup plus grands. L'Inde est très très élaborée là-dessus. Je ne vais pas approfondir maintenant, mais c'est pour dire que ça explique par exemple l'idée des 4 âges de l'humanité, l'âge d'or, l'âge d'argent, de bronze et de fer, et d'après cette vision cyclique, fractale, on est à l'âge de fer, à la fin de l'âge de fer, qui est l'âge le plus sombre, le plus éloigné de la lumière solaire, le plus éloigné de la lumière divine, le plus éloigné de l'esprit. On est en fin de cycle, donc au plus sombre. Et donc voilà, ça donne un certain sens à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Encore une chose astronomique, c'est donc la Terre tourne sur son axe, et l'axe de la Terre, si on le pointe
si on le prolonge dans la nuit, il pointe sur l'étoile du Nord. Donc l'étoile du Nord donc est fixe. Et ça donne l'impression, si on prend une photo de nuit, donc que toutes les étoiles tournent autour de l'étoile du Nord et que à nouveau l'étoile du Nord devient ce point fixe de rotation, donc à nouveau le centre du cercle, donc à nouveau symbolise l'esprit, le Tao, le vide autour duquel tout tourne, l'invisible, l'éternel, etc., etc. Et toutes les étoiles qui ne passent pas derrière l'horizon dans le ciel au cours de la nuit sont donc appartiennent à ce temps éternel. Les autres étoiles qui se couchent et qui se relèvent sont elles temporelles. Et donc il y a un lien très particulier entre le nord et le centre. Le nord étant en fait le chemin qui mène au centre, donc le chemin qui mène au divin. Donc quand on sait que le nord c'est aussi lié à l'hiver, le solstice d'hiver, là il y a des choses intéressantes qu'on ne développera pas maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que ce cercle circumpolaire, donc des étoiles qui ne disparaissent pas sous l'horizon, varie évidemment suivant la latitude où on se trouve. Là, il y a l'exemple de Gizeh et de Abu Simbel. On voit qu'à Abu Simbel, il y a beaucoup moins d'étoiles, il y en a 10. Et donc, c'est les 10 immortels qui va influencer la mythologie égyptienne, par exemple. Donc l'Égypte, ceux qui ne sont pas détruits, hein, c'est ces étoiles-là qui restent immortelles. Donc et moi dans tout ça, je vous m'excuserai si je fais vite, hein, mais autrement, voilà. Et moi dans tout ça, oui. Voilà. Bah, moi, formellement, je me caractérise peut-être d'abord par une verticale. Donc on peut faire l'expérience de qu'est-ce que c'est d'être vertical, hein, un être humain vertical. Euh, on peut prendre le temps de être debout et simplement se demander comment ça sent, le simple fait d'être debout. Et on va arriver à quelque chose de l'ordre de l'être-té à nouveau, de je suis, de présence, un sentiment de présence. Giacometti qui a travaillé là-dessus toute sa vie. Donc à nouveau, cette verticale entre terre et ciel, c'est la verticale qui lie la terre et le ciel, donc c'est le centre du cercle. On retrouve ça dans l'art roman, les tympans entre les colonnes et la voûte, les colonnes, le carré de la terre, la voûte, le cercle du ciel. Là, on retrouve à nouveau l'homme énergétique qui fait le lien entre l'étoile polaire, donc fixe, donc lié au divin, et le centre de la Terre. Et on passe du macrocosme au microcosme en intériorisant tous ces rythmes solaires qu'on a vus. On absorbe le monde extérieur pour le faire soi. Donc tous les rythmes qu'on a vus s'internalisent. Là, ça se retrouve en embryologie. Là, pareil, on pourrait développer beaucoup plus, mais en embryologie, à partir de la 2e semaine, 3e semaine, il y a l'embryon qui était plutôt plat va se courber pour intérioriser, pour prendre en lui l'espace environnant pour qu'il devienne sien. Donc ce mouvement, ce passage de la plante à l'animal, hein, c'est donc on voit qu'en intériorisant, on acquiert plus d'autonomie. L'animal peut se déplacer par rapport à la plante. Ouais. Et en même temps, on acquiert des systèmes qu'on n'avait pas avant du point de vue physique, système nerveux, et, pour pouvoir percevoir le monde extérieur, comme on devient une enveloppe avec un monde intérieur. Donc système nerveux et un système digestif pour nourrir ce monde intérieur. Et monde intérieur psychique, donc émotion, désir, volonté, pensée.
Donc on voit bien là le passage et le lien entre la création des systèmes organiques et la création d'un vécu animique, psychique. Donc là, on a un exemple de rythme humain, circadien. Donc, je ne vais pas dans les détails, c'est pour montrer que nous aussi on a un rythme et que ce rythme est lié donc au jour et la nuit, évidemment. On est totalement là dedans. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, décrire les saisons, c'est décrire les variations de l'énergie au cours de l'année, mais c'est aussi donc décrire les variations de l'énergie au sein d'un organisme. C'est les mêmes. Ce qu'on voit dehors se passe dedans. Voilà, ça c'est une symbolisation de ces cycles. C'est une autre symbolisation. Et donc on voit bien l'idée de mouvement, de transformation, de passage d'un élément à un autre, d'une saison à un autre, qui sont symbolisés par des éléments. Quand on prend les 4 éléments, les 4 saisons, les 4 transformations, les 4 mouvements, plus le centre, on arrive à 5 éléments. Donc si je symbolise ces 5 éléments, on a un pentagramme. Si on reprend le système solaire et qu'on en plus des 4 points cardinaux, on ajoute les points intermédiaires, ici en pointillé, nord-ouest, sud-ouest, etc. On a 8 points. On a un système de 8 qui devient les 8 méridiens merveilleux du shiatsu, la médecine chinoise. Donc voilà, les 8 méridiens. Baptistère roman aussi, toujours sur le 8, qui comme symbole du lien entre terre et ciel. Sur ces 8 méridiens, il y a toujours les 4 principaux, qui correspondent aux 4 points cardinaux. Donc pas détaillé, mais les méridiens devant, derrière, ceinture, et plus intérieur. Il y a vraiment 4 fondamentaux dans les méridiens. Donc les voilà plus de manière plus technique. Et là, plus 4 complémentaires. 8 x 8, 64, on a le Yiking. Donc là, c'est une différenciation extrême de ces variations de l'énergie solaire sur la Terre. À nouveau, je reprends les 12 lunaisons par an. Donc on découpe les variations de l'énergie solaire annuelle en 12 types d'énergie. Donc là, on aboutit au système de 12 méridiens. Donc, ce système de 12 méridiens ramené à une journée, c'est-à-dire chaque organe va être corrélé à une certaine énergie, donc à une certaine heure. Donc on a sur les 12 énergies différentes et 12 types d'organes qui sont liés à ces énergies. Donc ces organes, ça veut dire physiologie, plus la psychologie qui est liée à chaque organe. On a toujours cette double aspect qu'on a vu au début qui était lié par l'esprit. Donc voilà ce que ça donne comme plus concrètement comme système de méridien. Et donc il faut voir ces lignes en fait comme des champs de force, des lignes de force. Et il faut voir, c'est un peu comme si on a des élastiques qui nous forment, qui nous donnent notre forme et notre vitalité, et qui nous donnent notre posture. Et tout ça, c'est influencé par notre biographie, où on est né, dans quelle famille, à quel endroit de la Terre, par l'hérédité, par la manière, par l'éducation, par les choix de vie qu'on a fait, par ce qu'on a vécu. On a vu que l'énergie stockait la mémoire. Donc tous ces éléments-là, en fait, sont stockés dans l'énergie, sont enregistrés dans l'énergie, et suivant les événements, ça a tendu certaines énergies, on a vidé d'autres, disons. Et tout ça, ça devient lisible, et c'est comme ça qu'on peut arriver à lire
les patterns dans lesquels on se trouve d'un point de vue énergétique et, et les shiatsu en fait de manière assez primitive en fait en shiatsu ça veut dire pression avec les doigts, donc c'est ce qu'on fait, pression avec les doigts sur un corps habillé, hein, l'énergie passe à travers, aucun problème. Et donc en influençant la balance dynamique de ces méridiens, de ces champs de force, on influe et la physiologie et la psyché. Et ça permet de devenir conscient de nos patterns énergétiques et par là soit de les changer, soit au mieux de les s'en libérer quand c'est des blocages ou en tout cas de les réaligner avec quelque chose qui correspond plus à, en fait à la nature, qui correspond plus à l'harmonie dynamique et évolutive de l'univers. Donc voilà, très grosso modo, les principes même du shiatsu